Donc, c'est bon pour mon écran, tout le monde voit? Ouais, c'est parfait. OK. Ben, bonjour à tous. Je vais continuer sur la lancée projet en agriculture de précision en vous présentant une partie des travaux sur lesquels j'ai travaillé pendant mon doctorat, qui s'est terminé en décembre dernier. C'est un doctorat que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke avec comme encadrant Jérôme Théo, qui est professeur au département de géomatique, puis avec Samuel Fouché, qui est chercheur au CRIM. Donc, pendant ce doctorat, j'ai travaillé sur la détection automatique de maladies de la vigne. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la flavescence dorée. La flavescence dorée, c'est une maladie qui est causée par des phytoplasmes et qui est transmise par un insecte, la Cicadelle scaphoideus titanus. Donc, vous avez deux photos ici, au stade adulte, puis au stade larvaire juste à côté. C'est un insecte qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a été introduit par l'homme via du matériel végétal infecté, puis ça a été observé pour la première fois en France en 1958. Et le modèle de transmission, ça peut être globalement comparé au paludisme. En fait, on a la cicadelle qui est contaminée par les phytoplasmes, qui va transmettre la maladie à d'autres pieds de vigne en allant se nourrir. Donc, une fois qu'on a quelques pieds qui sont contaminés dans une parcelle, la maladie peut se diffuser vraiment rapidement s'il n'y a pas de mesure de contrôle. Les principaux symptômes de la flavescence, c'est déjà une absence d'aoutement. Donc ça veut dire que le bois va rester vert et ça va entraîner un portrait tombant de la vigne. On a aussi une mort des inflorescences et des baies qui va conduire à une perte directe de la production. Et on a aussi un enroulement des feuilles et une coloration des feuilles. On va avoir des feuilles qui vont prendre des tons jaunes pour les cépages blancs et des tons rouges pour les cépages rouges. Une particularité de la flavescence dorée, c'est que ces symptômes, ils ne sont pas fixes, ils peuvent vraiment varier d'un cépage à l'autre, même au sein de ces deux grandes familles que sont les cépages blancs et les cépages rouges. Donc, on va avoir des cépages qui vont exprimer un peu plus d'enroulement sur les feuilles, d'autres plutôt de la coloration, même au niveau des nervures. Donc, c'est pas simple à repérer visuellement, surtout que ces symptômes, ils peuvent aussi varier d'une année sur l'autre, donc ça rend les choses encore plus complexes. Autre élément de complexité pour repérer les symptômes de la flavescence, c'est qu'en fait, ce sont exactement les mêmes symptômes qu'une autre maladie, le bois noir, qui est un peu moins problématique. Mais pour faire la différence entre ces deux maladies, on est obligé de passer par des tests en laboratoire. La flavescence, c'est une menace vraiment importante pour le vignoble européen parce que ça conduit à des pertes de rendement, à un dépérissement de la vigne, puis à une diffusion rapide au sein de la parcelle. Et on a le territoire de la cicadelle qui continue de s'étendre, donc des nouvelles régions viticoles qui sont progressivement touchées. Pour essayer de contrer cette maladie, il y a une lutte obligatoire qui a été mise en place en France avec notamment des traitements insecticides. C'est entre un et 3 traitements par an en fonction de la zone à risque dans laquelle on se trouve. Et le but, c'est de limiter la population de cicadelles dans les champs. On a également des prospections qui sont obligatoires avec un arrachage des vignes contaminées systématiques. Et puis, quand on a une parcelle qui est contaminée à plus de 20%, c'est carrément toute la parcelle qu'il faut arracher. Donc, c'est une maladie qui a vraiment des conséquences économiques lourdes, mais aussi environnementales du fait des traitements insecticides obligatoires. Et puis, comme dans toute lutte collective contre une maladie, ça crée des vraies tensions entre les personnes, entre les viticulteurs qui respectent les règles de lutte, ceux qui ne le font pas tout à fait, voire pas du tout. Et le problème, c'est que si on laisse dégénérer la maladie dans une parcelle, c'est sûr que les parcelles des voisins sont menacées. Donc, ça crée vraiment énormément de tensions. Il y a même des cas qui sont allés devant la justice. Et malgré tout ça, la maladie continue de se répandre. La clé pour bien gérer la flavescence, c'est quand même la prospection, parce que ça va permettre de repérer les pieds malades, de les arracher, d'éviter qu'ils servent de foyer pour des nouvelles réinfections. Mais le problème, c'est que la prospection n'est pas toujours aussi bien faite qu'elle le devrait, parce que c'est quelque chose qui est évidemment contraignant d'aller voir l'état de santé de chaque pied de vigne. Ça demande beaucoup de temps, surtout pour les grands vignobles. Puis ça demande aussi de l'expertise, vu la complexité des symptômes que peuvent présenter des pieds contaminés par la flavescence. Donc, une des possibilités, ce serait d'améliorer la lutte en automatisant les prospections pour avoir des prospections sur vraiment l'intégralité de la parcelle et puis d'avoir une prospection aussi fiable.
Développer des outils de prospection automatique, ce n'est pas quelque chose de simple parce qu'on a déjà une complexité inhérente au diagnostic. Quand on a un symptôme, il est amené à varier dans le temps selon l'intensité de la contamination, selon le cépage. Et puis, on n'a pas une relation de 1 pour 1, un symptôme égale une maladie. Il y en a qui peuvent être en commun, donc ça ne va pas du tout faciliter le diagnostic. Autre élément de complexité, celle de travailler avec des images qui sont prises en champ. Parce que des images prises en champ, ça veut dire plein de conditions d'illumination différentes, des effets d'ombre qui sont liés à la superposition foliaire. Donc, c'est une tâche qui est complexe, mais grâce à l'apprentissage profond, c'est quand même une tâche qui est devenue possible. Pour un outil de reconnaissance de flavescence, on aurait globalement 4 étapes. Donc, la première consisterait à acquérir des images sur toute la parcelle au moyen d'une plateforme comme un drone, un tracteur ou un robot. Ces images seraient ensuite analysées automatiquement dans le but de générer une carte de situation phytosanitaire de la parcelle. Donc, on aurait une localisation des pieds de vigne qui présentent des symptômes similaires à ceux de la flavescence dorée ou du bois noir. Et ensuite, l'agriculteur n'aurait plus qu'à aller vérifier sur place, faire les prélèvements nécessaires pour l'analyse en laboratoire, ce qui lui ferait gagner vraiment énormément de temps. Dans ce projet, on s'est focalisé sur la seconde étape, l'analyse automatique des images. Et pour faire ça, on a utilisé des techniques d'apprentissage profond. Donc, j'ai commencé mon projet par l'acquisition d'images pour constituer une base de données pour l'entraînement et l'évaluation de mes modèles. Donc, pour ça, je me suis rendue en France à l'été 2018 dans différents vignobles dans les régions de Cognac et de Carcassonne. Donc, j'ai utilisé pour prendre des photos un appareil RGB tout simple que j'ai mis sur une perche d'environ 2 mètres. Vous avez une photo ici. Et puis, à 1 mètre de ma perche, je me suis promenée dans les vignes pour prendre des photos donc de feuilles contaminées par la flavescence, mais aussi de tout ce que je pouvais trouver dans un vignoble. Je me suis surtout focalisée sur les cépages blancs, puis les aléas du terrain ont fait que j'ai trouvé des pieds contaminés par la flavescence, surtout sur un cépage, le chardonnay. Donc cet aléa, ça a conditionné ma question de recherche. J'ai voulu voir si un modèle entraîné sur le chardonnay pouvait fonctionner sur d'autres cépages blancs. Donc je disais que j'avais travaillé avec de l'apprentissage profond. Ce qu'on a choisi plus particulièrement comme architecture, ce sont les réseaux pleinement convolutifs. Le grand avantage des réseaux pleinement convolutifs, c'est qu'on peut entraîner un modèle de type classifieur et le transformer une fois que celui-ci est entraîné pour récupérer une segmentation assez grossière. Mais cette transformation, elle se fait assez simplement en remplaçant les couches pleinement connectées par des couches de convolution une par une, ce qui permet donc d'avoir un label pour chaque pixel. Chaque est vraiment à mettre entre guillemets parce qu'en fait, avec les paramètres des convolutions, on récupère une carte de segmentation qui est plus petite que l'image en entraînement, enfin qu'on donne en entrée, je veux dire. Mais cette résolution, elle convenait tout à fait à notre application parce qu'on ne cherchait pas à avoir une segmentation précise de chaque feuille, mais vraiment avoir une localisation grossière des pieds malades. Pour la taxonomie, j'ai choisi de travailler avec une taxonomie binaire, flavescence versus non-flavescence. Non-flavescence, ça ne veut pas dire ça. On a inclus aussi beaucoup d'autres maladies, du mildiou, des carences, donc vraiment toute une diversité. Ensuite, j'ai divisé toutes mes images en sous-ensembles, entraînement, validation d'un côté et test de l'autre, en faisant attention à ce que les parcelles utilisées en entraînement et en test soient différentes. J'ai ensuite fait environ 7000 annotations, comme vous voyez ici, pour entraîner le classifieur. Donc, ça correspond à peu près 3500 patchs par classe. Pour annoter l'ensemble de tests, donc là, c'était sur l'image en entier. Et puis, j'avais plusieurs ensembles de tests qui sont symbolisés ici par les petits dossiers. Donc, les dossiers en noir correspondent à des dossiers dont j'ai pris moi-même les photos. Et les dossiers en jaune, ça correspond à des images qui m'ont été envoyées par un technicien d'une agence de lutte contre les nuisibles en France. Donc, vous pouvez voir que ce sont des dossiers qui contiennent très peu d'images, mais c'est quand même un test que j'ai trouvé vraiment important parce que c'est des photos qui ont été prises par quelqu'un d'autre que moi, donc dans d'autres conditions, avec un autre appareil photo. Donc, c'est vraiment un bon test pour voir si mon modèle généralise à d'autres ensembles de données. Ensuite, de manière vraiment classique, j'ai fait de l'augmentation de données pour les images en entraînement, des pré-traitements pour toutes les images.
J'ai entraîné ensuite un classifieur. J'ai choisi un ResNet 18 qui était pré-entraîné sur ImageNet et que j'ai pré-entraîné complètement pour 30 époques. Une fois que l'entraînement a été fait, j'ai converti ce classifieur en réseau pleinement convolutif et j'ai fait l'inférence sur les ensembles de tests. Donc, c'est ça que je vais vous présenter maintenant, les résultats. Donc, tout d'abord, les résultats sur le cépage chardonnay, donc le cépage qui a servi à l'entraînement. Là, j'avais 153 images, dont 66 qui contenaient de la flavescence. Et sur ces 66 images, il y en a 65 qui ont bien été repérées par le modèle, ce qui nous donne un taux de faux négatif de 1,5% seulement, ce qui est vraiment un très bon score. Puis, si on regarde plutôt la qualité de la segmentation, donc l'intersection sur union, donc c'est, on rappelle, un indicateur qui va entre 0 et 1, donc 0, une classification, une segmentation, mais vraiment mauvaise, rien ne correspond, et 1, ça serait la segmentation parfaite. Donc, nous, on a obtenu 0,53 sur cet ensemble de données, ce qui peut paraître assez moyen si on veut vraiment une segmentation précise, mais comme je répète, ce n'était pas notre volonté. Donc, c'est un résultat qui était vraiment satisfaisant pour ce qu'on se visait. On peut voir qu'il y a des zones de surdétection comme ici, de sous-détection comme à côté, mais globalement, le découpage de la prédiction ressemblait vraiment pas mal à ce que j'avais fait sur le découpage manuel. Second ensemble de données, on reste sur du chardonnay, mais cette fois, les images qui m'ont été envoyées, donc 5 photos seulement, toutes bien repérées comme contenant de la flavescence dorée. On a une intersection sur union un peu plus faible, 0,39. J'ai pu constater que c'était surtout lié à la présence d'arrière-plan inédit par rapport à mon ensemble d'entraînement. Vous voyez ici un arrière-plan, un champ de maïs, ou même il y avait rang de vigne était un peu moins dense, donc on voyait le rang de derrière, des choses auxquelles je n'avais pas du tout confronté mon modèle en entraînement. Mais là encore, je trouvais que la qualité de la segmentation était vraiment bonne avec les zones principales repérées par le modèle. Deuxième cépage, cette fois, l'Uni blanc. Donc là, j'avais, j'ai la fenêtre du colloque, 155 images. Dans cet ensemble, 12 seulement qui avaient de la flavescence et il n'y en a qu'une qui a été bien repérée par le modèle, donc ça ne généralise pas du tout. Le modèle entraîné sur le chardonnay ne fonctionne pas du tout sur l'Uni blanc. Troisième cépage, le merlot blanc, 3 images seulement, toutes bien repérées par le modèle. Par contre, la qualité de l'intersection sur union baisse, on n'est plus qu'à 0,18. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a vraiment des zones contaminées importantes qui sont assez flagrantes, en tout cas pour moi, qui ne sont pas du tout repérées. Donc, ce ne serait pas une qualité suffisante pour une application en champ. Et même constat pour le dernier cépage que je vous présente aujourd'hui, le sémillon. 3 images, toutes bien repérées par le modèle, mais intersection sur union qui est trop faible avec, là encore, un rameau pas du tout repéré par le modèle. Pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que ça marchait sur un cépage, moins bien sur d'autres, pas du tout sur l'Uni blanc, on a utilisé une technique de visualisation qui s'appelle Guided Gradcam et qui permet de voir les cartes d'activation pour une classe donnée. Donc, ça fait ressortir c'est ça, les zones de l'image qui sont utilisées par le modèle pour associer une classe donnée. On s'est rendu compte que c'était la morphologie de la feuille qui était un critère discriminatif vraiment important. On peut regarder d'abord cette première image, donc, une photo de feuille de chardonnay qui n'a pas de flavescence. C'est vraiment le contour de la feuille qui ressort, puis cet aspect dentelé, ainsi que l'orientation des nervures. Et quand on regarde une image, donc là, contaminée par la flavescence dorée, c'est aussi le contour de la feuille, mais plus l'aspect enroulé, et puis l'orientation des nervures qui va avec, qui ressort. Et ça nous a permis de comprendre pourquoi est-ce que ça ne marchait pas du tout sur le nid blanc. Donc, vous avez une photo ici, parce que l'Uni blanc, ça a vraiment la particularité de présenter peu d'enroulement, ça va plutôt se colorer, notamment au niveau des nervures, mais ça va conserver en partie l'aspect dentelé, donc qui est plutôt associé à la classe non-flavescence. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a pu voir dans ce projet, c'est qu'on a réussi à entraîner un modèle de segmentation qui fonctionne sur des images de chardonnay.
le cépage utilisé en entraînement. Et puis sur des images complexes fidèles à la réalité du champ, donc c'est-à-dire qui présentent plusieurs types d'illumination, qui intègrent aussi d'autres maladies qu'on pourrait trouver typiquement. Il y avait notamment énormément de mildiou cette année-là. Par contre, on a eu des performances inférieures, voire nulles, sur les photos de flavescence aux cépages non renseignés en entraînement. Puis globalement, moins le cépage exprimé d'enroulement et moins bonne était la prédiction. Deux choses que je voulais noter. Tout d'abord, la simplicité de la conversion de la classification vers la segmentation. J'ai trouvé vraiment ça pratique de travailler avec des réseaux pleinement convolutifs parce que ça m'a beaucoup simplifié l'étape d'annotation. Et ça a permis quand même d'avoir un rendu de segmentation simplement, puis d'une résolution qui était tout à fait convenable pour nous. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être utilisé pour toutes les applications, mais c'est bien d'y penser si on ne veut pas une résolution très fine. Et puis ensuite, l'apport des techniques de visualisation pour mieux maîtriser les modèles. On parlait de boîte noire tout à l'heure dans les discussions, et puis c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment bien de travailler avec ces techniques parce que c'est sûr que j'avais des hypothèses sur pourquoi est-ce que le modèle marchait bien sur un cépage, pas sur l'autre. Mais là, ça a permis de nous donner un peu plus de certitude. Et c'est sûr que si on devait retourner dans les champs, on ferait beaucoup plus attention à prendre certaines photos plutôt que d'autres pour avoir des meilleurs exemples à fournir au modèle en entraînement. La principale difficulté liée à ma méthodologie, ça a été vraiment cette acquisition de données. C'était difficile d'avoir assez de diversité pour que ça fonctionne sur plusieurs cépages. C'est sûr que constituer une base de données comme ça, c'était vraiment pas possible que je le fasse toute seule en une seule saison d'acquisition. Donc bon, c'était un résultat un peu attendu, mais c'est ouais. Heureusement, comme Samuel et puis Pierre-Luc décrivaient aussi dans les autres présentations, il y a vraiment des techniques qui peuvent permettre d'exploiter des jeux de données qui ne sont pas forcément annotés. Puis il y a quand même beaucoup de photos de flavescence qu'on peut trouver, mais qui sont, c'est ça, juste pas annotées. Donc ce serait des ressources qu'on pourrait exploiter. Et puis une autre possibilité, ce serait tout simplement de partager les jeux de données entre personnes qui travaillent sur ce sujet. Et puis c'est dans cette direction qu'on va. On est en train de travailler sur le partage de ce jeu de données. Voilà, merci pour votre attention. Super, merci Justine. La présentation. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires pour Justine? Yacine, ouais. Oui, Justine, as-tu une idée sur les autres cultures pour lesquelles on peut faire du dépistage automatisé comme ça avec ces méthodes-là? Mais je pense que ça pourrait vraiment marcher sur toutes les cultures si on a le jeu de données qui va bien pour l'entraînement. Après, c'est sûr que ce qui est important, c'est de penser au stade à laquelle il faut qu'on trouve justement les symptômes d'une maladie donnée pour que ça s'intègre bien à comment l'agriculteur va, lui, après, prendre cette info pour ouais, gérer la maladie. S'il y a des initiatives là, de production d'ensemble de données réelles plutôt que les données, les images de laboratoire là, pour, La base de données Plant Village qui regroupe beaucoup de données, des photos sur plein de maladies, sur plein de cultures différentes. C'est vrai que c'était beaucoup de photos en laboratoire à l'origine, mais elle s'agrandit progressivement avec des photos plus prises en champ. Après, on trouve des jeux de données très spécialisés, comme celui que je vais publier où c'est détection de la flavescence dorée. Il y en a d'autres sur d'autres problèmes avec d'autres cultures, mais souvent c'est ça, c'est vraiment centré sur une maladie. Donc, pour le moment, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment autre que Plant Village, de grandes initiatives pour regrouper un jeu de données avec tous les problèmes phytosanitaires sur plusieurs cultures. il faudrait suivre l'évolution de Plant Village pour voir. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour Justine, d'autres questions? Oui, Khalifa?
Oui, merci Justine pour la qualité de ta présentation. Euh, j'ai compris aussi que l'acquisition des données sur le terrain, ça c'est quand même une problématique importante là, dans ce genre de travail là. Et est-ce que vous êtes embêté par les questions, les phénomènes d'occlusion, tous ces aspects-là, quand il faut faire l'acquisition directement sur le terrain? Et j'essaie de voir si tu devais utiliser, par exemple, des données satellitaires, ce serait quoi les problématiques les plus importantes ici là? Bah, c'est vrai que ça dépend encore des maladies. Il y a des maladies qui vont plus s'exprimer sur le dessus du feuillage, d'autres plutôt sur les côtés. Donc, il y a certaines maladies qui se présentent, enfin, où la vue en nadir serait vraiment pas la plus optimale. Puis pour la flavescence dorée, c'est pareil. Quand on est sur place, on va ouvrir le feuillage, regarder comment sont les rameaux et tout ça. Donc, c'est sûr qu'avec juste image, on passe à côté de plein d'informations. Mais ça peut quand même déjà permettre un bon dépistage d'avoir ça. Ou est-ce que ça veut dire que si, par exemple, tu arrives à détecter quelques cas de maladie, même si c'est en surface, on peut conclure déjà que le champ il est infesté, même si on n'arrive pas à détecter un peu partout? Est-ce qu'on peut arriver à généraliser un peu ce genre de résultats à travers un champ? Ouais, bah personnellement, moi j'aime bien l'idée de travailler avec des capteurs embarqués sur les tracteurs ou avec des robots parce que ça permet vraiment, en tout cas pour la vigne, de passer entre les rangs, puis d'avoir plus d'informations sur le feuillage. Et je pense que ça dépend vraiment des cultures. Des cultures comme le blé, ça va être vraiment mieux de travailler avec du drone ou du satellite. Mais ouais. Excellent, merci beaucoup. Merci Khalifa. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question pour Justine? Oui, Yacine? Oui, encore une question, Justine, par rapport à l'apparition des symptômes. Je ne me rappelle plus qui m'avait dit là que sur la vigne, là, c'est en bas des feuilles là, que ça apparaît en premier à cause de questions d'humidité. Est-ce que tu as remarqué ça de ton côté? Euh, non, bah, ça dépendait pas mal des maladies. L'année où j'étais sur le terrain, il y avait énormément de mildiou. Puis c'était surtout les feuilles jeunes qui exprimaient des symptômes vraiment importants. Puis donc surtout sur le dessus du feuillage. Et c'était la flavescence, on la voyait plutôt sur le côté, au contraire. Donc je pense que ça dépend encore vraiment de la maladie. C'est difficile de donner des règles générales pour. Ouais. D'accord, merci. Ça va, merci Yacine. Puis merci Justine. Je pense qu'on va clore les questions pour toi ici. Fait qu'on va ensuite passer à une présentation de Étienne Lozier-Hudon qui va nous parler de l'adaptation des architectures ADA et semi-ADA pour la détection d'objets par apprentissage profond sur les images satellites à très haute résolution. Fait que si tu es prêt, Étienne, ça va être à toi. Oui, je suis prêt. Je commence. Excellent. Ça sera pas bien long. Le pointer. OK, Lou. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Vous m'entendez bien? Ouais, parfait. OK, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Étienne Lozier-Hudon. Je suis un étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de ma maîtrise. Comme tu viens de le dire, Nicolas, ça s'appelle Adaptation des architectures ADA et semi-ADA pour la détection d'objets par apprentissage profond sur les images satellites très haute résolution. Et c'est un projet qui était dirigé par Yacine Bouroubi de l'Université de Sherbrooke et co-dirigé par Samuel Fouché et Nouri Sabot. Donc, rapidement, un plan de la présentation, je vais faire un contexte rapide du projet, parler de la problématique, le site d'études et les données. Ensuite, je vais rentrer dans la méthodologie. Vous allez voir que j'ai testé 4 approches différentes dans le cadre de ma maîtrise et que chacune de ces approches-là commence par un pré-entraînement sur le domaine source. Qu'est-ce que c'est le domaine source? On va comprendre tout ça au fil de ma présentation. Ensuite, dans les résultats, même sous-section, étant donné que je vais présenter les résultats pour chacune des 4 approches. Finalement, je vais comparer les approches et parler des perspectives d'amélioration de mon projet. Donc, mon projet de maîtrise est effectué dans la veine du projet GeoImageNet. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les présentations ce matin, je pense que Samuel en a glissé un mot assez rapidement. GeoImageNet, c'est une plateforme collaborative d'annotation d'images satellitaires très haute résolution, d'images satellites, excusez-moi, très haute résolution. Et les annotations recueillies sur la plateforme vont servir à éventuellement créer un jeu de données d'apprentissage profond.
qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner des modèles et pour faire des détections sur le territoire canadien. Et mon mandat dans le cadre de ce projet-là, c'était d'essayer de trouver une façon de mettre à profit les jeux de données existants d'apprentissage profond pour effectuer des détections et les envoyer et les faire sur nos images. Donc, on peut prendre l'exemple suivant. Ce serait par exemple possible d'entraîner un modèle sur le jeu de données public XView et ensuite de prendre ce modèle-là et de faire l'inférence sur nos images Pléiades de GeoImageNet et les détections effectuées par le modèle pourraient être envoyées en validation sur la plateforme. Donc, un utilisateur qui se connecte sur la plateforme aurait simplement à valider les annotations qui ont déjà été faites par un modèle. Donc, il n'y a pas à faire l'effort d'annoter manuellement lui-même les boîtes. Il y a déjà les annotations qui sont faites par un modèle, puis il peut seulement les accepter ou les rejeter. Donc, c'était un peu ça l'idée. Le problème avec ça, c'est que les modèles qui obtiennent vraiment des très bonnes performances dans la littérature, c'est ceux où les données d'entraînement et de tests proviennent de la même distribution. Donc, si par exemple, tu entraînes sur XView et que tu testes sur XView, sur un ensemble de tests indépendants qui n'a pas été utilisé en entraînement, bien là, les performances vont potentiellement être très bonnes. Par contre, quand tu changes les propriétés des images sur lesquelles tu veux tester ton modèle après l'entraînement, donc soit en changeant de région géographique ou en changeant de capteur, il y a de fortes chances que le modèle enregistre des pertes substantielles de performance. D'ailleurs, on a vu ça dans les résultats que Justine vient de nous présenter. En changeant de cépage, le modèle avait un peu de difficulté. C'est le même principe en observation d'affaires. Ça a été assez bien documenté dans la littérature. Les CNN ont des lacunes de généralisation. J'ai mis ici deux papiers qui font état de ces lacunes-là. Dans le premier papier, je vais passer ça assez rapidement, mais dans le premier papier, ce qu'ils font, c'est qu'ils entraînent un modèle à faire la classification de panneaux solaires, donc seulement deux classes, panneaux solaires, pas de panneaux solaires. Puis ils entraînent sur une ville en Californie qui s'appelle Fresno. Et ils veulent ensuite tester sur une autre ville de Californie qui s'appelle Stockton. Et les deux villes sont vraiment assez proches l'une de l'autre et ils mentionnent que l'imagerie a été acquise durant le même mois de 2013 et la résolution est la même. Puis malgré ça, quand on voit les résultats ici de leur expérimentation, on voit en Y le score de leur modèle et en X la quantité de données disponibles pour réentraîner le modèle sur la nouvelle ville. Puis on remarque que quand la quantité de données est faible, il y a des pertes substantielles de performance. On voit que le modèle passe de 0,65 de F1 score à 0,2. Puis au fur et à mesure que les données, disponibles dans la nouvelle ville augmentent, bien, on voit que les performances commencent à remonter et se rapprocher de ce qui était fait en cross-region evaluation, qui appelle donc en mélangeant ensemble les données des deux villes et en testant sur cet ensemble mélangé. Donc, on voit vraiment ici le genre de lacune de généralisation que les CNN peuvent avoir. Dans le deuxième papier, il montre aussi un autre exemple où il entraîne un modèle à faire la segmentation du bâti versus non bâti, donc deux classes. En blanc, on voit le bâti, en noir, le non bâti. Et ils ont entraîné sur une ville en France et ils testent ensuite sur la ville de Zurich en Suisse, donc le pays voisin de la France. Et ils remarquent que la quasi-entièreté du lac Zurich est classifiée comme un bâtiment. Et pourtant, ils mentionnent qu'il y avait bel et bien des plans d'eau dans l'imagerie française, mais malgré ça, le CNN semble avoir appris par cœur ce à quoi ressemble un building sur l'imagerie de France et n'est pas capable de généraliser quand on change de ville. Donc, on voit vraiment que si je voulais entraîner un modèle sur un jeu de données existant et ensuite l'appliquer sur nos images de GeoImageNet, il allait clairement y avoir des pertes de performance. Heureusement, il y a un champ de recherche présentement en apprentissage profond qui essaie de résoudre ce problème-là et c'est celui de l'adaptation de domaine. Donc, je vais utiliser le terme DA durant le reste de ma présentation pour Domain Adaptation. Donc, en DA, on suppose qu'il existe un domaine source dans lequel on a une quantité abondante d'annotations et un domaine cible un peu différent, mais assez similaire, dans lequel il y a peu ou pas d'annotation. Donc, ce qui est important, c'est que la tâche reste identique entre les deux domaines. Donc, ici, on a un exemple classique de 3 jeux de données qui sont utilisés dans la littérature pour tester les méthodes d'adaptation de domaine, donc MNIST, USPS et SVHN. On voit que la tâche reste la même, c'est la classification de caractères écrits, mais les propriétés des images du jeu de données changent quelque peu d'un jeu de données à l'autre. Et on remarque que si on entraîne sur MNIST et qu'on teste ensuite sur USPS sans faire d'adaptation de domaine, le modèle drop à 0,75 de performance, alors que sur MNIST, on est rendu à du 99,9, donc on a vraiment des performances excellentes. Même principe pour USPS vers MNIST, c'est encore pire, ça drop à 57 %. Donc, on voit vraiment que c'est un autre exemple flagrant des lacunes de généralisation des CNN.
Il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées dans la littérature, particulièrement pour la classification. Au moment où moi, j'ai fait ma revue de littérature au début de ma maîtrise, il y avait très peu de méthodes qui avaient été proposées pour la détection d'objets ou la segmentation. C'était vraiment, c'était comme un peu nouveau comme orientation de recherche, donc c'était beaucoup sur la classification que ça se concentrait. Puis, il y a une méthode en particulier qui a utilisé un processus similaire à celui des GAN. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les GAN, mais c'est les Generative Adversarial Network. C'est une architecture qui a été proposée en 2015 par un étudiant de l'Université de Montréal. En fait, c'est vraiment intéressant comme architecture. Tu as deux blocs à l'intérieur de ton architecture, comme Pierre-Luc nous parlait, c'est souvent des blocs qui compétitionnent l'un contre l'autre. Dans le cas des GAN, c'est le générateur et le discriminateur. Et le générateur, son but, c'est de créer des fausses images qui ressemblent vraiment à des vraies. Puis le discriminateur, lui, regarde en alternance des vraies images et des fausses images générées par le générateur et essaye de dire est-ce que c'est une vraie ou une fausse. Puis de cette façon-là, le générateur s'entraîne à produire des fausses images. Ici, on voit un exemple des images de fausses personnes qui ont été générées par un GAN et c'est autant perturbant qu'impressionnant comme résultat. On voit que c'est vraiment assez impressionnant ce que les GAN ont été capables de faire. Et bien entendu, ça n'a pas été long que ce processus adversariel-là soit appliqué à l'adaptation de domaine. Une des architectures qui a fait ça avec énormément de succès, c'est Adversarial Discriminative Domain Adaptation, donc ADA. Et on va prendre le temps de regarder un peu comment fonctionne l'architecture de ADA, étant donné que mon projet de maîtrise se base grandement sur cette architecture-là. Donc, on remarque tout d'abord que c'est un processus qui s'effectue en 3 étapes. Donc, tout d'abord, un pré-entraînement sur le domaine source, et ensuite une adaptation adversarielle et finalement un test sur le domaine cible. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe durant l'adaptation adversarielle, mais avant d'aller là, on va comprendre d'abord un peu qu'est-ce qui se passe ici. Bon, ben, c'est juste un modèle de classification. Donc, ça, on l'a vu, un modèle de classification, c'est quoi? C'est un encodeur qui extrait des caractéristiques profondes. Moi, je vais appeler ce qui est extrait par l'encodeur, je vais appeler ça une représentation. En anglais, ils appellent ça un embedding. En fait, c'est quoi? C'est les cartes d'activation, les feature maps qui sont extraites par l'encodeur. Et cette représentation-là est ensuite envoyée au classificateur, qui est c'est un MLP, un multilayer perceptron classique, qui lui prend en entrée ces caractéristiques profondes-là et essaie de donner un label pour dire à quelle classe ça appartient. Et ce qu'ils font ensuite pendant l'adaptation adversarielle, c'est qu'ils vont aller dupliquer cet encodeur-là qui a été entraîné sur le domaine source et ils vont créer exactement une copie avec les mêmes poids qui appelle encodeur cible. Et durant ce processus-là, plutôt que le discriminateur, sa job, comme dans le GAN normal, la job du discriminateur, c'était de regarder une image et de dire est-ce que c'est une vraie ou une fausse. Dans ce cas-ci, la job du discriminateur, c'est de regarder une représentation qui a été extraite d'un domaine ou de l'autre, puis d'essayer de dire de quel domaine provient cette représentation-là. Donc, c'est intéressant. Il faut comprendre qu'à chaque itération, ici, il y a 2 choses qui s'effectuent. Il y a l'entraînement du discriminateur et ensuite l'entraînement de l'encodeur cible. D'abord, le discriminateur, lui, il s'entraîne en voyant en alternance une représentation du domaine source, donc une image du domaine source qui a passé à travers l'encodeur source et qui extrait une représentation ici. Et ensuite, même chose sur le domaine cible, une image du domaine cible qui passe à travers l'encodeur cible qui extrait une représentation. Et chacune de ces représentations-là arrive au discriminateur avec un label qui dit de quel domaine il provient. Donc, de cette façon-là, le discriminateur, lui, peut s'entraîner à discriminer avec succès de quel domaine proviennent les représentations qu'il regarde. Ensuite, une fois que ça c'est fait, au sein de la même itération, c'est maintenant au tour de l'encodeur cible de s'entraîner. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une représentation au discriminateur, puis en fonction du score du discriminateur, il va mettre plus ou moins à jour ses poids. Donc, si le discriminateur regarde sa représentation et dit « Moi, je suis convaincu que ça provient du domaine cible, ça ne ressemble pas du tout à une représentation du domaine source », bien, il va mettre beaucoup à jour ses poids. Puis si, au contraire, il réussit à produire une représentation qui ressemble beaucoup à celle sur le domaine source, bien, le discriminateur va dire « Félicitations, tu as produit une représentation qui ressemble beaucoup à ce que je vois sur le domaine source. » Et il va donner un chiffre ici entre 0 et 1 qui va être très proche de 0. Donc, il est convaincu que ça provient plus du domaine source. Et il ne mettra pas beaucoup à jour ses poids. Donc, on voit que vraiment l'erreur du discriminateur est rétropropagée à l'intérieur ici de l'encodeur cible. Donc, pourquoi est-ce que c'est adversariel? Bien, le discriminateur et l'encodeur cible se compétitionnent sur un chiffre,
Puis ce chiffre-là, c'est le taux d'erreur du discriminateur. Le discriminateur, lui, il veut avoir le taux d'erreur le plus bas possible. Il veut être capable de discriminer avec succès de quel domaine proviennent les représentations qu'il regarde. Alors que l'encodeur, lui, c'est le contraire. Il veut que le discriminateur ait un taux d'erreur élevé parce qu'il veut que quand il voit une représentation du domaine cible, il dise « ça provient du domaine source ». Donc, c'est vraiment un beau principe adversariel qui fonctionne excessivement bien dans les GAN et qui marche aussi très bien dans ADA. Donc, ensuite, c'est aussi simple que d'aller reploguer cet encodeur-là qui vient d'être mis à jour dans l'architecture de base avec le classificateur de base et on peut maintenant performer sur le domaine cible. Donc, vraiment une belle architecture qui fonctionne très bien. Et bien entendu, en télédétection, c'est des fois possible d'avoir... OK, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner que ce processus-là est entièrement non supervisé. Donc, à aucun moment durant l'entraînement, le modèle voit d'annotations qui proviennent du domaine cible. Tout ce qu'il voit, c'est des images du domaine cible avec le label qui dit de quel domaine ils proviennent, mais il ne voit jamais d'annotation réelle. Donc, est-ce que ça, c'est un 3, est-ce que c'est un 7? Alors, peu après, il y a One École qui ont proposé Semi-Supervised ADA, qui est exactement le même principe, mais à chaque quelques itérations de ADA, le modèle sort il vient faire un peu de fine-tuning et finalement re-rentre dans la boucle, fait 10 autres itérations, ressort, fait un peu de fine-tuning. Donc, bref, c'est très similaire. Le seul problème avec ADA et semi-ADA, c'est qu'il se concentre sur une tâche de classification. Puis en télédétection, la classification, ce n'est pas vraiment une tâche qui est très appropriée. Les images satellitaires ont tellement d'objets dessus que la classification, ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait faire des convolutions avec beaucoup de chevauchements, puis avec différentes tailles pour spotter les différents objets. Donc, ça marchait juste pas. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire dans ma maîtrise, en fait, quand j'ai fait ma revue de littérature, j'étais en stage au crime. Donc, je suis allé m'asseoir dans le bureau de Pierre-Luc et j'y ai demandé, hey, d'après toi, est-ce que ce serait possible de modifier cette architecture-là de ADA pour passer de la classification à la détection d'objets? Et ce qu'on s'est dit, c'est que les modèles de détection d'objets, tout comme les modèles de classification, commençaient avec un encodeur qui extrait les caractéristiques profondes. Donc, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de simplement changer cette architecture de classification pour une architecture de détection d'objets et de transformer ça pour la détection d'objets? Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans le cadre de ma maîtrise. Donc, si on regarde le site d'études et les données, bien entendu, moi, mon but ultime, c'était de pouvoir appliquer ça sur GeoImageNet. Donc, je savais déjà que mon domaine cible, ça allait être GeoImageNet. Donc, pour choisir mon jeu de données source, il a fallu que je prenne en compte plusieurs choses, notamment, il fallait que je m'assure que le jeu de données que je choisissais avait des classes en concordance avec GeoImageNet. Donc, je ne voulais pas entraîner un modèle à faire de la classification de panneaux solaires, mais finalement, ça n'allait pas être utile dans le cadre de GeoImageNet. Donc, je me suis assuré de ça. Je me suis aussi assuré qu'idéalement, les images provenaient du même capteur ou d'un capteur similaire. Mais ça, malheureusement, il n'y avait presque pas de données qui respectaient ces critères-là. Il y a beaucoup de jeux de données sur des images Worldview, mais encore aucun sur des images Pléiades. Donc, j'ai dû me rabattre à des images Worldview. Puis, il y a aussi... C'est assez dur de trouver des classes exactement pareilles, étant donné que notre taxonomie dans GeoImageNet est excessivement complexe. C'est exactement 178 classes d'objets et 48 classes d'occupation du sol. Donc, c'est excessivement précis comme taxonomie. Il n'y a pas beaucoup de jeux de données qui ont ce niveau de précision-là. Donc, j'ai été obligé de aussi un peu contourner le problème. Mon choix final, finalement, le jeu de données que j'ai utilisé comme jeu de données dans le domaine source, c'est XView, qui est un jeu de données de détection d'objets qui contient plus d'1 million d'annotations pour 60 classes d'objets. C'est beaucoup des classes de voitures et de trucs comme ça. Donc, malheureusement, les classes de XView n'étaient pas exactement similaires à celles de GeoImageNet. Donc, j'ai dû faire une preuve de concept sur 2 classes génériques, avion et véhicule. Et en fait, dans XView, il y a comme 4 sous-classes de avions et plusieurs sous-classes de véhicules, mais j'ai juste tout regroupé ça sous une même classe que j'ai appelée avion et véhicule. Même chose pour GeoImageNet, on a aussi des sous-classes qui ne sont malheureusement pas les mêmes que dans XView, donc j'ai dû regrouper ça et faire des classes génériques. Si on compare un peu les caractéristiques de ces deux jeux de données-là, pour XView, c'est des images RGB Worldview, donc du 30 cm de résolution, acquises à plusieurs endroits dans le monde. Je vais vous montrer une carte dans pas long. Tandis que pour GeoImageNet, c'est des images Pléiades, donc du 50 cm de résolution, acquises au Canada. Ça ressemble un peu à ça, l'emplacement des images. Donc, on voit que c'est vraiment une problématique d'adaptation de domaine intéressante parce que non seulement les images des différents domaines proviennent pas du même capteur. Donc, il y en a un qui c'est XView, l'autre c'est Pléiade. Je veux dire, il y en a un qui c'est Worldview, l'autre c'est Pléiade. Puis, ils ne proviennent pas non plus de la même région géographique. Donc, c'est vraiment un cas d'adaptation de domaine excessivement intéressant. Donc, je trouvais vraiment ça intéressant de tester ça.
Moi, j'ai entraîné sur des imagettes de 400 par 400 sur le domaine source, mais étant donné que ce n'est pas la même résolution sur nos images, j'ai fait des images de 240 par 240 sur GeoImageNet que j'ai rééchantillonné vers du 400 par 400. Et le facteur entre 240 et 400 est exactement le même entre 0.3 et 0.5. Donc, en faisant ça, ça crée une fausse résolution finalement de 30 cm. Mais c'est vraiment nécessaire de faire ça parce que si tu entraînes le modèle à détecter des voitures, par exemple, sur du 30 cm, puis qui détecte des voitures qui font 4 pixels par 10 pixels, puis qu'après ça, tu veux le tester sur du Pléiade, puis tu ne le rééchantillonnes pas, puis maintenant, les voitures font 3 pixels par 7 pixels, bien, le modèle va être complètement chamboulé. Lui, il est habitué de détecter des voitures qui ont une taille bien spécifique. Donc, c'est sûr que ça va vraiment le nuire. Donc, ça, c'était une étape extrêmement importante de rééchantillonner. Bien entendu, sur mon domaine source, j'ai une quantité vraiment importante d'imagettes, étant donné que c'est un jeu de données publiques qui a beaucoup d'annotations. Donc, j'ai exactement 7240 imagettes au total que j'ai séparées, bien entendu, en train, val et test, ce qui donne un total de 157 462 annotations, donc 2000 avions environ et 155 000 voitures. Donc, on voit qu'il y a quand même un débalancement très important des classes. Donc, pour ça, j'ai fait un oversampling de la classe avion. Donc, toutes mes imagettes sur lesquelles j'avais beaucoup d'avions, je leur ai fait des rotations et des retournements pour essayer d'augmenter puis de réduire ce débalancement-là. Sinon, sur le domaine cible, ce qui est très important, c'est que j'ai annoté moi-même 187 imagettes et j'ai fait un gros ensemble de tests qui contient 60 images. Et c'est vraiment sur cet ensemble de tests-là que chacune de mes différentes approches va être évaluée. Donc, au total, ça fait 5500 annotations pour ce domaine-là. Donc, j'ai testé 4 approches différentes dans le cadre de ma maîtrise. Donc, ici, on voit mon schéma méthodologique. On a la préparation des données d'abord et ensuite, ici, vraiment le gros bloc. Donc, comme je vous disais, chaque approche commence avec un pré-entraînement sur le domaine source. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ce qui constitue la base pour chacune des approches suivantes. Si je n'ai pas une bonne performance sur le domaine source, c'est sûr que je n'aurai pas une bonne performance pour la suite. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à vraiment essayer d'avoir les meilleures performances possibles sur le domaine source. Et ensuite, j'ai testé 4 approches différentes, donc aucune adaptation de domaine, donc directement tester mon modèle sur le domaine cible, ADA, semi-ADA et le fine-tuning. Donc, on va regarder ensemble un peu plus en détail qu'est-ce que ça consiste, ces différentes approches-là. Donc, premièrement, comme je vous disais, chaque approche commence avec un pré-entraînement sur le domaine source, donc c'est bien important qu'on regarde ça un peu. Le modèle que j'ai choisi d'utiliser, c'est FasterRCNN, donc un modèle bien connu de détection d'objets qui a été utilisé comme modèle pour plusieurs compétitions de détection d'objets. Donc, le monde qui ont eu la première place ont beaucoup utilisé cette architecture-là. J'ai utilisé comme encodeur, comme backbone, un ResNet 50 Feature Pyramid Network. Donc, ça extrait, plutôt qu'extraire une seule représentation, ça extrait en fait une pyramide de représentation, ce qui est très important en détection d'objets, étant donné que les objets ont différentes tailles. C'est aussi important de mentionner que ce modèle-là était pré-entraîné sur Coco. Donc, dans PyTorch, il offre des poids pré-entraînés sur Coco. Donc, le modèle était déjà bon à faire de la détection d'objets avant même que je l'entraîne. Moi, je l'ai juste vraiment réentraîné vers le domaine source. Étant donné que j'avais beaucoup d'imbalancement dans mes classes, j'ai pondéré la fonction de perte. Donc, ici, dans la tête du modèle, il y a une cross-entropy loss qui fait la classification des boîtes et je l'ai pondéré avec des poids centrés autour de 1, étant donné que, vu qu'il voit beaucoup de voitures et très peu d'avions, j'y ai mis un poids plus élevé pour les avions et un poids plus bas pour les véhicules, de façon à ce qu'ils apprennent de façon un peu plus symétrique et non qu'ils apprennent juste à devenir bons pour les voitures, mais pas bons pour les avions. J'ai entraîné avec PyTorch, un optimiseur d'Adam, batch size de bits, learning rate de 10 à la moins 3. Et ce qui est très important, c'est que j'ai utilisé comme métrique pour évaluer les performances de mes différentes approches, le average precision à 50% de intersect over union. Donc, une boîte qui est détectée puis qui a un IOU de plus que 50% avec une vérité terrain, c'est considéré comme une bonne détection et moins de 50% une mauvaise détection. Et le average precision, c'est une maîtrise un peu compliquée, une métrique un peu compliquée, mais bref, c'est vraiment ce qui est utilisé dans toutes les compétitions de détection d'objets, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Donc, pour ce qui est de la première approche, c'est assez simple. J'ai d'abord entraîné sur le domaine source et testé directement sur le domaine cible sans même modifier le modèle, donc pas besoin de s'attarder trop longtemps là-dessus.
Pour ce qui est de ADA, bon, ben, comme je vous disais, j'ai utilisé exactement le même principe que dans ADA, mais j'ai changé l'architecture de classification par mon architecture de détection d'objets. Et étant donné que ça commence aussi par l'extraction des caractéristiques profondes par un encodeur, ben, je pouvais mettre en place exactement le même genre de processus d'adaptation adversarielle, comme on a vu pour ADA tantôt. La seule chose, c'est que, bien entendu, moi, mon encodeur, il est beaucoup plus complexe, puis les images que je passais aussi sont beaucoup plus complexes. Donc, dans le papier de ADA, eux, leur encodeur extrait une représentation qui a 50 feature maps de 4 par 4, ce qui fait 800 paramètres. Moi, même la plus basse étage de ma pyramide a 256 par 13 par 13, ce qui fait un total de 43 000. Donc, c'est énormément de paramètres en plus. Puis ça, c'est juste la dernière étage de la pyramide. Donc, imaginez si je vais passer la pyramide au complet. Donc, pour ça, il a fallu clairement que j'augmente la complexité de mon discriminateur parce que pour lui, plutôt que voir 800 paramètres, maintenant, il envoie 43 000. Donc, j'ai ajouté plusieurs couches cachées et j'ai augmenté le nombre de neurones dans chacune de mes couches. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour modifier un peu le ADA classique qui avait été publié. Sinon, exactement comme les auteurs, j'ai utilisé l'optimiseur Adam, un batch size de 8, un learning rate de... Ah, ça, c'est intéressant. J'ai utilisé deux learning rates un peu différents pour l'encodeur et le discriminateur. J'ai utilisé un encodeur plus gros pour le discriminateur parce que je voulais qu'il apprenne plus rapidement à distinguer de quel domaine proviennent les représentations. Puis je voulais que l'encodeur, lui, s'y mette à jour juste vraiment très tranquillement. Donc, j'ai mis un learning rate un peu plus bas. Donc, ça, c'est ce qui était à mentionner pour ADA. Ensuite, semi-ADA, exactement la même chose que ADA, mais à chaque 10 itérations ici, le modèle sort un peu de la boucle de ce processus itératif-là pour aller se fine-tuner avec les quelques annotations que j'ai de disponibles dans le domaine cible. Bien là, il vient se fine-tuner. Ensuite, il revient ici faire 10 autres itérations. Il sort se fine-tuner pendant 15 itérations, donc ainsi de suite. Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé un optimiseur Adam et un learning rate de 10 à la moins 4 pour faire le fine-tuning à chaque fois qu'il sort ici. Puis le reste, les hyperparamètres de ADA, donc tout ce qui est batch size optimiseur de ce processus-là, bien ça reste les mêmes. J'ai utilisé les mêmes choses que je faisais dans ADA. Et finalement, la dernière approche que j'ai testée, c'est un fine-tuning conventionnel. Donc, j'entraîne mon modèle sur le domaine source et j'utilise les poids qui ont été trouvés sur le domaine source comme base d'entraînement ici sur le domaine cible et je fais juste vraiment fine-tuner mon modèle à l'aide des annotations qu'il y a. J'ai fait exactement comme les auteurs font parce qu'eux aussi, dans le papier de semi-ADA, ils testaient également un fine-tuning puis ils testaient avec un learning rate constant de 10 à la moins 4. Donc, pour pouvoir mieux comparer mes résultats à ceux du papier d'ADA, j'ai décidé d'utiliser exactement les mêmes hyperparamètres qu'eux, donc optimiseur Adam et learning rate constant de 10 à la moins 4. Donc, si on regarde les résultats, premièrement, c'est important de parler des résultats du pré-entraînement sur le domaine source, étant donné que, comme je vous disais, c'est la base de chacune des 4 approches. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à optimiser le modèle pour avoir les meilleures performances possibles sur le domaine source parce que, bien entendu, comme je vous dis, c'est vraiment la base de la suite. Puis au départ, étrangement, je n'arrivais pas à obtenir un mean average precision plus élevé que 65 %. Puis là, je ne comprenais vraiment pas du tout pourquoi. Puis là, j'ai décidé d'aller regarder moi-même chacune des images de mon ensemble d'entraînement. Puis à mon grand décontentement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs d'annotation dans le jeu de données de XView. Donc, si vous comptez utiliser le jeu de données de XView dans le futur pour une de vos applications, faites un nettoyage avant parce que ça aide énormément. Ici, on voit deux exemples d'images mal annotées. Ici, on voit une avion assez flagrante, pas annotée. Ici, plein de voitures, pas annotées. J'ai d'autres exemples. Ici, le haut du parking, entièrement non annoté. Donc, tu passes ça au modèle, c'est littéralement l'entraîner à faire le contraire de ce que tu veux qu'il fasse. Donc, bref, pour obtenir mon 90,8 de mean average precision, j'ai dû faire un nettoyage. J'ai dû regarder manuellement mes 12 000 images et j'ai supprimé 5 000 images qui étaient mal annotées. Donc, puis après avoir fait ça, j'ai réussi à obtenir 90,8 de mean average precision sur le domaine source. Et j'ai eu beau essayer vraiment d'augmenter ce chiffre-là, je n'ai pas réussi, donc j'ai décidé de poursuivre pour la suite. Plus précisément, ça donne un average precision de 98,5 pour les avions et de 83 pour les véhicules. C'est vraiment élevé pour la classe avion, étant donné que, bien entendu, une avion, c'est beaucoup plus facile à détecter pour un modèle qu'une voiture. Une avion, ça a une forme et une texture vraiment spécifique, alors que les voitures, c'est plus difficile. Donc,
Pour ce qui est des résultats de la première approche, aucune adaptation de domaine. Le meilleur résultat que j'ai réussi à obtenir, c'est 64,2 de mean average precision. Donc, ça donne vraiment une bonne idée du genre de perte de performance qui est occasionnée par le changement de domaine. C'est presque 30 de mean average precision de moins que ce qu'on avait sur le domaine source. Donc, vraiment intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un impact du fil de rééchantillonnage utilisé. Donc, comme je vous disais, j'ai dû rééchantillonner les imagettes de GeoImageNet de 240 par 240 vers 400 par 400. Puis, j'ai testé différents fils de rééchantillonnage pour faire ça. Puis, on voit que chaque fil ne donne pas exactement les mêmes résultats. Le plus proche voisin donne vraiment une pas si bonne, un mauvais MAP, alors que le anti-alias, c'est celui qui a les meilleures performances. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai utilisé le filtre anti-alias pour la suite de mes traitements. Ensuite, pour ce qui est des résultats de ADA, le meilleur résultat que j'ai réussi à obtenir, c'est 87,3 de mean average precision, ce qui est quand même très bon. On augmente quand même de 20 le mean average precision par rapport à aucune adaptation de domaine. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'entraînement diverge après 100 itérations, ce qui est quand même logique parce que durant l'adaptation adversarielle, la seule chose qui est mise en place, c'est que l'encodeur essaye de changer ses poids pour extraire des représentations qui ressemblent de plus en plus à celles extraites sur le domaine source. Mais en faisant ça, il n'est jamais réentraîné vers la détection d'objets. À un moment donné, oui, les représentations deviennent de plus en plus similaires à celles du domaine source, mais ils sont plus pertinentes en termes de détection d'objets. Donc, le modèle se met à complètement diverger et maintenant, il crash complètement à zéro après un certain temps. Par contre, on voit que dans les premières itérations, ça aide le modèle à surpasser les performances qu'il y avait sans adaptation de domaine et ça nous a permis d'obtenir 87,3 de mean average precision. Pour ce qui est de semi-ADA, la meilleure performance qu'on a réussi à obtenir sur l'ensemble de tests du domaine cible, c'est 95,5. Donc, on voit qu'on est encore allé chercher d'autres pourcentages. Et contrairement à ADA, l'entraînement ne diverge pas. Donc, c'est aussi une fois plus logique parce qu'à chaque 10 itérations de ADA, le modèle sort un peu pour faire un peu de fine-tuning. Donc, il est redirigé vers la bonne tâche qui est la détection d'objets. Donc, ça permet vraiment d'obtenir des bonnes performances et de ne pas diverger. Finalement, pour ce qui est du fine-tuning, le meilleur résultat que j'ai obtenu sur l'ensemble de tests du domaine cible, c'est 89,5 de mean average precision. Donc, si on compare strictement le mean average precision des différentes approches, on remarque que ça a vraiment bien fonctionné. Les méthodes d'adaptation de domaine nous ont permis de monter de 0,64 de mean average precision avant de faire l'adaptation de domaine à 0,87 pour ADA, 0,89 pour le fine-tuning et 0,95 pour semi-ADA. Et quand on compare visuellement les résultats, donc je ne sais pas si vous voyez à cause de la banderole ici, mais ici, cette colonne-là, c'est la vérité terrain. Et ensuite, j'ai ici aucune adaptation de domaine. On voit que si on fait aucune adaptation de domaine, il y a plusieurs voitures qui ne sont pas détectées ici, y compris dans le stationnement. Alors qu'après semi-ADA, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait avec les vérités terrain. Donc, on voit que ça a vraiment grandement aidé. Puis on voit un peu visuellement là, on le voyait sous forme de métrique avant, mais là, on le voit visuellement ce que ça donne les différentes adaptations de domaine. Donc, il y a vraiment plusieurs perspectives d'amélioration future pour ce projet-là. Notamment, ce serait intéressant d'étudier l'impact de la structure du discriminateur. Moi, comme je vous disais, j'ai ajouté quelques couches puis quelques neurones par couche, mais je n'ai pas fait énormément de tests avec ça, alors que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant de voir c'est quoi la structure ou la configuration du discriminateur qui serait vraiment la mieux. Ce serait aussi intéressant d'étudier l'impact de la quantité d'annotation dans le domaine cible. Moi, j'avais une quantité fixe d'annotation dans le domaine cible pour fine-tuner mon modèle. Mais si on pouvait se créer une grosse banque et tester qu'est-ce que ça donne avec 100 annotations, avec 1000 annotations, avec 10 000 annotations, on pourrait voir un peu l'impact de la quantité d'annotations disponibles sur ces différentes approches-là. Ce serait aussi intéressant d'étudier le choix des représentations envoyées. Donc, moi, comme je vous disais, j'envoyais seulement la dernière étage de la pyramide de représentation. Est-ce que ça aurait pu être augmenter les performances d'envoyer la pyramide complète? Mais là, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu reprojeter chacune des étages de la pyramide sur une même résolution pour pouvoir les concaténer, puis après ça, les envoyer. Ça aurait fait énormément de paramètres. Est-ce qu'envoyer seulement les 2 derniers étages concaténés? Bref, il y aurait plusieurs choses à tester à ce niveau-là. Ce serait intéressant aussi de tester le choix des hyperparamètres, donc learning rate, batch size, tout ça. Moi, j'ai utilisé les mêmes choses que dans les papiers de ADA et semi-ADA, mais je n'ai pas fait, sauf pour le pré-entraînement sur le domaine source, je n'ai pas fait énormément de tests à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être une autre chose qui serait intéressante de tester.
Ce serait aussi intéressant d'étendre la méthode à d'autres architectures de détection d'objets. Donc, YOLO, SSD, RetinaNet, ça commence toute leur architecture exactement de la même façon que FasterOCNN, donc avec un encodeur qui extrait les caractéristiques profondes. Donc, pourquoi pas étendre la méthode à ces architectures-là? Puis finalement, ce serait aussi vraiment intéressant d'étendre la méthode à la segmentation. Comme Pierre-Luc le montrait tantôt, souvent les modèles de segmentation, c'est quoi? C'est encodeur, décodeur. Bien, encore une fois, ce serait possible d'aller extraire l'encodeur, faire l'adaptation ici adversarielle et reploguer ça pour aller faire la segmentation sur le nouveau domaine. Donc, bref, il y a vraiment plusieurs perspectives d'amélioration ou perspectives futures pour ce projet-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, en conclusion, on voit que ADA et semi-ADA peuvent être étendus avec succès à la détection d'objets, ce qui est vraiment intéressant, étant donné que ça n'avait pas encore été fait dans la littérature. Puis même, surtout pour un changement de domaine complexe, parce que non seulement j'ai changé de région géographique, mais j'ai aussi changé de capteur. Donc, c'était vraiment un changement de domaine assez difficile. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir à quel point ça fonctionne bien. C'est une innovation en adaptation de domaine, étant donné que ça n'avait pas encore été fait d'adapter ces architectures-là à la détection d'objets. Et finalement, ce serait vraiment intéressant de pouvoir réutiliser cette méthode-là sur d'autres jeux de données et donc d'autres classes pour réduire davantage le fardeau d'annotation inhérent à la création de GeoImageNet. Donc, il n'y a pas juste XView qui existe, il y en a d'autres des jeux de données, il y en a de plus en plus d'ailleurs, donc ce serait intéressant de peut-être appliquer cette méthode-là à d'autres jeux de données pour pouvoir encore plus vraiment réduire le fardeau d'annotation inhérent à la création d'un jeu de données volumineux comme GeoImageNet. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, puis si vous avez des questions, ce serait le moment. Bien, merci Étienne pour ta belle présentation. Merci. Bien impressionnant. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions pour toi? Un commentaire d'Yves Moisin, il dit tout un travail, Étienne, bravo. Je redis la même chose là. Merci, c'est gentil. Je vais me faire le porte-parole de quelqu'un qui son micro est absent. J'ai la même question, là. Donc, écoute, très belle présentation, Étienne. La question de notre collègue, que je ne me rappelle plus son nom, c'est est-ce que tu penses que selon toi, ça serait possible d'adapter la tâche au niveau de la régression? Est-ce que ça pourrait performer, tu sais, dans des contextes où on essaie d'appliquer des régressions, puis comme les réseaux de neurones sont très sensibles aux biais, quand on essaie de les appliquer dans un autre contexte, bien, par exemple, on va sous-estimer la valeur en mode régression. Est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui serait comme utile? Je sais pas si... Quel genre d'architecture de régression tu parles? Ben, par exemple, tu prends un réseau de neurones convolutif traditionnel, puis tu vas essayer de prédire, je ne sais pas moi, la quantité de l'accroissement radial, par exemple, de la naissance en fonction des conditions de température. Donc, tu vas prendre des séries climatiques que tu vas intégrer à l'intérieur d'un réseau de neurones convolutifs. Tu vas essayer de prédire un accroissement radial à la fin. Donc, au final, toi, tu vas appliquer ce réseau de neurones-là, puis idéalement, dans la grosse trending, c'est les changements climatiques. Donc, tu veux l'appliquer dans un climat qu'il n'a jamais vu. Donc, est-ce que tu penses que dans un contexte pareil, ça serait possible d'adapter l'approche, de corriger ce possible biais-là qu'il pourrait y avoir dans les prédictions avec ton approche? Très bonne question. Ce serait intéressant, effectivement, en autant que tu aies des domaines qui sont assez similaires l'un de l'autre, l'espèce de méthode d'adaptation adversarielle où tu passes, c'est sûr que ça dépend si tu parles vraiment de la méthode supervisée ou non supervisée. Là. Si c'est semi-supervisé comme semi-ADA, certainement, si tu as quelques données pour ramener le modèle dans la bonne direction, j'ai l'impression que ça pourrait effectivement être applicable. Si c'est entièrement non supervisé, bien là, ça s'applique bien pour une tâche simple de classification d'images, mais pour quelque chose d'un peu plus complexe comme la problématique que tu me mentionnes, ce serait vraiment à tester parce que malheureusement, je saurais te répondre avec certitude présentement. Merci, très beau travail en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Je voulais profiter de cette occasion pour remercier Pierre-Luc pour son coup de main dans ce projet-là. Absolument. Ouais. Bon, super. À ce moment-là, on va passer à la présentation suivante. Puis encore merci, Étienne. Et que maintenant, on va voir Mathieu Turgeon-Pelchat, qui est aussi un autre étudiant de Yacine, puis qui va nous parler de la classification automatique de nuages de points issus du lidar aéroporté par apprentissage profond. Fait que Mathieu, si tu es prêt, ça va être à toi. Excellent, merci. Je vais partager mon écran. Non, pas celui-là, celui-ci. OK. J'estime que le son est bon et que la présentation est partagée. Tout est beau. Excellent. Merci, Nicolas. Effectivement, je parle de classification de nuages de points lidar
travail qui est fait dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke, sous la direction de Yacine Bourbi et la co-direction de Samuel Fouché et Maurice Sarrault. Donc, il y a beaucoup... Bon, l'utilisation des données LIDAR est plus à démontrer. C'est utilisé dans un paquet de domaines. La foresterie, la planification urbaine, risk mitigation, l'atténuation des risques, par exemple pour la cartographie des inondations. Puis depuis les années 70, donc le moment où cette technologie-là est arrivée, il y a eu des améliorations majeures qui ont fait que c'est plus accessible finalement de faire de l'acquisition de données LIDAR, notamment le LIDAR aéroporté, celui sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Fait que ces améliorations-là, ils ont mené à une plus grande précision des capteurs, une plus grande couverture là, possible avec durant un vol, densité de points élevée. Tout ça, ça mène à des réductions de coûts d'acquisition de ces données-là, ce qui fait qu'on voit une augmentation là, de la quantité de données disponibles. Sur la carte à droite ici, on voit tout le sud du Canada, c'est les données actuellement disponibles en LIDAR aéroporté au Canada, donc acquis par les provinces, un peu par le fédéral aussi, ce qui fait que la couverture est vraiment importante. Pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec ce type de données-là, le LIDAR, c'est une mesure de temps aller-retour d'une impulsion laser. Puis en connaissant ce temps de parcours-là, on est capable de distinguer, de dériver la distance à partir du capteur et donc d'avoir une représentation de la topographie ou du sol qui est extrêmement précise et détaillée. Les capteurs commerciaux, là, ils vont faire des impulsions de 200 à 500 000 impulsions à la seconde. Donc, ça fait une quantité de points énorme lorsqu'on met ces capteurs-là sur des plateformes embarquées comme des avions ou des drones maintenant. C'est maintenant accessible. L'information qu'on est capable d'obtenir avec ces capteurs-là, c'est la position de chacun des points là, en X, Y, Z. Il y a plusieurs retours pour une même impulsion lorsque l'impulsion va traverser certains objets, puis réfléchir sur l'autre jusqu'au sol, finalement. Puis, on peut aussi mesurer l'intensité à chacun des retours enregistrés par les capteurs. Fait que ça fait une quantité de points énorme, très détaillé, très précis. Par contre, ce qu'on n'a pas lors de l'acquisition, c'est quoi l'objet, finalement, rencontré par l'impulsion ou le retour enregistré. Cette tâche-là, là, on parle de classification d'une image de points. Donc, associer une classe d'objet ou d'occupation du sol, peu importe, à l'impulsion ou au retour enregistré par le capteur. C'est extrêmement difficile à automatiser, ce genre de tâche-là, parce que la structure est vraiment pas régulière. Hein? Contrairement, par exemple, à l'imagerie, où on a des pixels réguliers avec une taille qu'on connaît, qui est fixe. Les nuages de points, c'est une distribution vraiment pas régulière. Il y a beaucoup d'occlusion. Par exemple, le point va réfléchir sur un bâtiment, on n'aura pas le point au sol qui correspond, fait que c'est pas régulier. Il y a de l'absorption aussi du signal qu'on utilise généralement, du moins pour les applications terrestres. On utilise un laser qui se situe dans la région du proche infrarouge, fait qu'il va y avoir des absorptions sur certains types de toits, dans l'eau. Fait qu'en fonction des conditions d'acquisition au sol, là, fait que si le sol est humide ou détrempé, de même que les conditions de la structure des objets qu'on retrouve au sol, puis la manière dont on fait l'acquisition des données, chacun des projets ou chacune des acquisitions LIDAR vont être extrêmement différentes et variables l'une de l'autre. Ce qui fait que la tâche de classification est extrêmement dure à automatiser. Puis ça demande donc beaucoup d'intervention manuelle qui est relativement difficile aussi à faire, même de manière interactive pour les techniciens, de classifier de manière interactive les images de points. Ce qui fait que les coûts de valorisation, les coûts d'acquisition et de classification vont augmenter. Fait que si on réussit à automatiser cette tâche-là de manière adéquate et suffisante, là, on peut réduire grandement les coûts d'acquisition de ces types de données-là. Rapidement, dans la littérature, là, les premiers succès, disons, de classification
nuages de points en utilisant l'apprentissage profond. Ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les architectures traditionnelles utilisées en imagerie, avec des encodeurs-décodeurs, avec des CNN, où on prenait notre nuage de points puis on dérivait différentes matrices, que ce soit des modèles numériques de terrain, de surface, des cartes d'aspect, de pente, etc. Puis on stackait ça finalement, puis on passait ça dans notre modèle pour essayer d'en faire la classification. On pouvait aussi dériver, plutôt que de dériver des matrices 2D, comme les cartes de pente, on peut aussi dériver des matrices 3D, où on va diviser l'espace utilisé par nos points en pixels volumétriques, là, avec en voxels. Sauf, par contre, toutes ces approches-là, ils ont un grand désavantage qu'à chaque fois qu'on transforme finalement notre nuage de points en quelque chose d'autre, on perd de la richesse d'informations liée qui est dans notre nuage de points original finalement. Avec à chaque fois qu'on perd un peu d'informations avec ces transformations-là, la qualité de la classification en sortie va aussi être affectée négativement, ce qui fait que ces approches-là ont vite rencontré des limites, là, que ce soit en temps de traitement pour générer les matrices en entrée ou en qualité de classification. Là. Dans tous les cas, c'était très limité. C'est pourquoi on ne voit plus ces choses-là. Les succès, finalement, en classification de nuages de points, là, en utilisant l'apprentissage profond, c'est vraiment lorsqu'on est capable de limiter les transformations qu'on fait sur le nuage de points en entrée. Puis pour faire ça, il y a deux architectures là, ou deux papiers qui ont sorti, qui ont réussi à le faire de manière vraiment impressionnante. COP et ConvPoint. Ces deux papiers-là, ces deux méthodes-là, ils utilisent une approche similaire, là, où finalement, on va remplacer l'opération de convolution qu'on retrouve dans les architectures où on traite l'imagerie. C'est des convolutions discrètes, là, donc avec une grille régulière. On va remplacer ça par des convolutions continues où finalement, la convolution en tant que telle, on peut avoir comme une sphère à l'intérieur de laquelle il y a différents points, puis on essaie de mapper finalement la géométrie des points en entrée sur la convolution en tant que telle, donc sur les points qui contiennent la convolution. Puis c'est ce mapping-là, puis c'est l'ajustement de cette sphère-là, des points à l'intérieur de cette sphère-là, qui va faire en sorte que les caractéristiques géométriques du nuage de points ou du subset de nuage de points en entrée vont être apprises, puis qu'on va être capable d'en faire la classification après. Fait que ça a l'avantage qu'on utilise directement le nuage de points en entrée de notre modèle, donc aucune transformation à appliquer. Fait que c'est super efficace, c'est super efficient à utiliser aussi ces méthodes-là. Je compare encore une fois les deux méthodes, là, un peu pour justifier le choix qu'on a fait pour ma maîtrise. Là. Donc, il y a deux caractéristiques qui sont assez importantes pour ces types de convolutions-là. Donc, c'est la première caractéristique, c'est la manière dont on fait la sélection des points en entrée. Comme les nuages de points, c'est généralement, en leader aéroporté, c'est des tuiles de 1 km par 1 km qui contiennent 2 millions de points, par exemple. On ne peut pas tout loger ça en mémoire puis faire la classification directe. Donc, il faut sélectionner un sous-ensemble de points qu'on va passer à notre modèle à la fois. La sélection de ce sous-ensemble-là est faite il y a de deux manières différentes là, pour les deux papiers. Pour ConvPoint, donc on va échantillonner un nombre fixe à partir d'un bloc, là, donc de taille fixe lui aussi. Le désavantage, c'est qu'on échantillonne. Donc, si la sélection de la taille du bloc et la sélection du nombre de points à l'intérieur qu'on veut en faire n'est pas bien déterminée d'avance, ben, on va soit suréchantillonner des points ou sous-échantillonner des points de manière importante, ce qui fait que les caractéristiques qui vont être apprises par notre modèle ne seront pas forcément liées aux caractéristiques géométriques de la position de nos points dans l'espace, mais plutôt liées à la manière dont on en fait l'échantillonnage. Fait que c'est pas très bon. Par contre, ça a l'avantage que puisque c'est un nombre fixe de points qu'on sélectionne, ben, c'est facile à paralléliser. Puis ça, ben, ça améliore grandement là, la manière dont ben, l'efficacité finalement avec laquelle ConvPoint est capable de performer. C'est un peu, c'est une des deux raisons pour lesquelles on a choisi ConvPoint là, pour l'aspect de parallélisation qui est important dans des nuages de points de grand volume.
La deuxième caractéristique qui distingue un peu COP-et-conv et conv-point, c'est la manière dont on va faire le mapping entre le subset de points en entrée, qu'on passe à notre modèle, et la convolution sphérique. Cette fonction-là, pour conv-point, est apprise donc, par un MLP à l'intérieur de l'opération de convolution, alors que pour conv-et-conv, c'est seulement en fonction de la distance relative. Fait qu'on pourrait s'attendre à ce que conv-point soit similaire, sinon meilleur, dans ce cas-là. Par contre, sur les différents jeux de données qui ont comparé ces deux méthodes-là, COP et conv offrent des performances légèrement meilleures en termes de classification, de précision de classification versus conv-point. Par contre, l'aspect parallélisation de conv-point est vraiment intéressant. C'est la raison pour laquelle on a choisi cette architecture-là. Les objectifs de ma recherche, bon, à la base, c'était de développer une méthode pour automatiser le processus de classification des nuages de points leaders aéroportés uniquement en utilisant l'apprentissage profond. Mais plus spécifiquement, là, on voulait évaluer les performances d'un algorithme sur des régions de très grande superficie. Là. Fait que tous les papiers qui étaient sortis avant utilisaient sur des jeux de données relativement restreints. Là, on voulait l'utiliser dans différents contextes, là, donc urbain et rural, afin de comparer, puis essayer de trouver des tendances, puis savoir si cette méthode-là peut vraiment être adaptée à ce type de contexte-là. Puis on a aussi évalué l'impact de certains hyperparamètres et aussi l'impact lorsqu'on utilise davantage d'informations que les X, Y, Z sur les points. Par exemple, si on utilise l'intensité aussi et ou le numéro de retour. Finalement, le dernier objectif spécifique, c'était d'améliorer les performances de la méthode originale afin de réduire la sensibilité à certains hyperparamètres, notamment la sélection du nombre de points et la taille de bloc, que je vais revenir un peu plus tard là-dessus. On a 3 sites d'études. Les 2 premiers, là, Montréal et Saint-Jean, ce sont les sites d'études qu'on a utilisés pour faire l'évaluation de la méthode sur des zones de grande superficie. C'est le jeu de données à Montréal en zone extrêmement urbaine. On voit ici les pourcentages là, de points par classe. On utilise aussi, c'est beaucoup de points, c'est 2,5 milliards de points puis 1,6 milliard de points pour Saint-Jean. C'est des très grandes zones. Là. On a 120 tuiles et 102 tuiles d'1 km² qu'on a utilisé, dont la grande majorité en test, parce qu'on voulait tester l'utilisation de cet algorithme-là beaucoup plus que les tuiles en entraînement et en validation. Puis, le dernier jeu de données d'Alaise, on l'a utilisé pour le 3e objectif spécifique, qui est d'améliorer la méthode. C'est un jeu de données de référence qui a été sorti en 2020 là, à une densité de points vraiment plus grande. Par contre, ce jeu de données-là, il a été validé et revalidé par plusieurs experts et classifié de manière manuelle. Donc, on peut se fier vraiment à la classification. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les jeux de données de Montréal et Saint-Jean. Donc, les méthodes qui ont été utilisées pour faire la classification originale, là, celle sur laquelle je me base pour faire mon entraînement puis évaluer mes performances, ces méthodes-là ne sont pas connues pour ces jeux-là. C'est pourquoi on a pris un très petit subset, on a fait la correction pour essayer d'évaluer la qualité de ce jeu de données-là de base. Méthodologie à haut niveau lorsqu'on utilise conv-point. Donc, il y a la préparation des données où on extrait les X, Y, Z, l'intensité du numéro de retour. On va transformer les coordonnées X, Y, Z en coordonnées relatives aussi, tout simplement parce que c'est plus simple d'apprendre sur des coordonnées qui sont entre 0 et 1000 que sur des coordonnées qui sont entre 5 millions et 5 millions 100 000 et 5 millions 1000, par exemple. Puis surtout parce qu'on ne veut pas que le réseau apprenne des coordonnées ou des positions absolues, mais de manière relative. Donc, c'est pour qu'on a relativisé les positions X, Y, Z de nos jeux de données. Ensuite, on va passer ça dans notre architecture conv-point.
c'est une architecture de type encodeur-décodeur, là. Donc, classique, c'est exact pour ceux qui connaissent, c'est la même architecture que le UNet, où on a uniquement remplacé les opérations de convolution par les opérations de conf-point, convolution continue. Puis après, on a fait une évaluation là, quantitative et qualitative de ces résultats-là pour l'ensemble des jeux de données. Pour faire une sélection, pour faire un entraînement là, adéquat là, des jeux de données, j'ai pris un sous-ensemble du jeu de données de Montréal pour faire une sélection et une recherche d'hyperparamètres, parce qu'il y a quand même des hyperparamètres là, sur la méthode qui ont des impacts sur la qualité de la classification. Fait qu'on voulait valider ça avant d'utiliser sur les ensembles complets puis évaluer sur les deux ensembles là, de Montréal et Saint-Jean au complet. Puis finalement, le troisième objectif là, qui est d'améliorer la méthode. Je vais revenir tantôt. Recherche d'hyperparamètres, il y a 3 éléments là, essentiellement qui sont différents de peut-être les hyperparamètres qu'on retrouve dans les architectures pour faire la classification ou la segmentation d'imagerie. Donc, les caractéristiques qu'on peut utiliser en entrée, fait qu'on peut utiliser uniquement le XYZ ou on peut aussi, comme je disais, ajouter davantage d'informations sur les points, donc utiliser XYZ, mais aussi le numéro de retour et l'intensité. Un autre élément, puis les deux prochaines paramètres sont extrêmement reliés, c'est la taille de bloc, donc la zone de recherche pour laquelle on va faire notre sous-sélection de points, qu'on va passer à notre modèle, soit pour faire des prédictions en inférence ou pour faire l'entraînement, c'est la même chose. Puis le nombre de points à l'intérieur de ces blocs-là qu'on va sélectionner. La figure en dessous, là, ça permet de montrer vraiment l'impact de ces deux paramètres-là. Là. Fait que si on change la taille de bloc qui doit être fixe, malheureusement, à ce moment-là, en fonction des variabilités là, de la densité locale qu'on va retrouver dans nos nuages de points, ça a vraiment un impact très grand là, si on prend une taille de bloc qui est trop petite ou trop grande, surtout en fonction du nombre de points qu'on veut sélectionner à l'intérieur. Si on prend un bloc trop petit, on n'est pas capable de bien représenter les éléments, puis le modèle va avoir de la misère à classifier les objets à l'intérieur de ça. Même chose, si on prend une zone trop grande, puis on sélectionne trop peu de points à l'intérieur de ces zones-là, la qualité de la classification va être affectée là, de cette manière-là aussi, ça c'est clair. C'est des paramètres qu'on a testés et qu'on a voulu évaluer. Ensuite de ça, on a évalué sur nos ensembles de données tests. Donc, la distribution ici là, de la répartition de nos jeux de données est montrée sur la carte ici. Fait qu'à Montréal, on est sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Saint-Jean et tout ça. Fait que toutes les tuiles en vert, c'est des tuiles tests qu'on a utilisées, majorité de mes tuiles. Donc, puis les métriques d'évaluation qu'on a utilisées, c'est le Intersection over Union, là, qui est une mesure qui prend en compte finalement les erreurs d'omission et des commissions là, en même temps. Finalement, l'amélioration de la méthode, je reviens là-dessus, là, c'est que c'est vraiment, on vise à réduire l'effet d'échantillonnage sur la méthode conf-point. Donc, puisque dans la méthode originale, la taille de bloc est fixe et le nombre de points à sélectionner et à passer au réseau aussi, c'est fixe. Ça fait qu'en sorte qu'en fonction de où tu te trouves dans ton nuage de points, tu vas soit faire un sous-échantillonnage ou un sur-échantillonnage, mais dans tous les cas, ou dans la majorité des cas, ça va mener à une mauvaise représentation, un mauvais apprentissage des caractéristiques de tes nuages de points, donc à une mauvaise classification. L'amélioration qu'on a faite est relativement très simple. C'est tout simplement on utilise toujours un nombre de points à sélectionner qui est fixe. Par contre, on va adapter là, la taille de bloc en fonction de la densité locale. Donc, on va faire une première sélection, on va calculer la densité locale à cet endroit-là, puis on va ajuster le bloc pour que notre sélection de points, par exemple, si on veut sélectionner 10 000 points, en fonction de la densité à cet endroit-là, on va pouvoir ajuster la taille de bloc pour que ce soit à peu près 10 000 points qui soient contenus dans ces blocs-là. Ce que ça fait, c'est que ça réduit l'effet d'échantillonnage. Donc, on va échantillonner pratiquement tous les points qui sont à l'intérieur de notre bloc. Donc, on ne va pas modifier
la distribution là, des points, donc l'aspect géométrique des points qui est très important, on ne va pas le modifier. Fait que ça, on est capable de finalement d'améliorer cette méthode-là en adaptant là, la taille de bloc de manière relative à la densité. Les résultats, rapidement. Donc, on a testé différents paramètres. Le premier graphique en haut montre l'impact, finalement, lorsqu'on ajoute les numéros de retour et l'intensité sur les points comme caractéristiques supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la manière dont on pointe est fait, cette information-là supplémentaire d'intensité et de numéro de retour n'ajoute pas vraiment l'information pertinente à la classification. Ce qui est intéressant, c'est le fun en fait parce que l'intensité, la valeur d'intensité sur les nuages de points lidar, c'est une mesure qui est extrêmement variable d'un jeu de données à l'autre. Pour ceux qui sont habitués de jouer avec ce type de données-là, c'est extrêmement difficile de normaliser la valeur d'intensité pour y retrouver quelque chose d'intéressant, même si visuellement, quand on regarde une matrice d'intensité tirée de nuages de points lidar, on voit qu'il y a de l'information pertinente. Par contre, c'est extrêmement difficile de normaliser et d'utiliser mathématiquement cette mesure-là. C'est le fun de voir que malgré tout, l'algorithme qu'on pointe est capable et quand même résistant à uniquement utiliser le X, Y, Z. Puis dans le fond, on n'a pas besoin de se casser le caillou et de rajouter d'autres informations parce qu'il est quand même bon. Les autres hyperparamètres, donc la sélection des points et la taille de bloc, on a validé avec différentes valeurs pour chacun. Là, donc, différentes tailles de blocs et différents nombres de points à échantillonner à l'intérieur de ces blocs-là, voir c'est quoi l'impact sur la qualité de la classification. Là. Fait que la mesure qu'on voit ici, c'est le mean IOU, là. Fait que c'est le IOU moyen, là. La qualité de la classification, mais on voit que si la sélection du nombre de points et de la taille de bloc n'est pas adéquate, n'est pas bien setée, ben, ça a clairement un impact sur la qualité de la classification en bout de ligne. Fait que ça justifie un peu l'amélioration qu'on veut en faire par la suite. Je montre quelques résultats. Premier tableau, c'est l'évaluation de la qualité des jeux de données de Montréal et Saint-Jean. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ces jeux de données-là, la méthode qui avait été utilisée pour faire la classification originale, puis celle sur laquelle je me base récemment, est inconnue. Fait que c'est important de la valider ou du moins de voir s'il y avait des erreurs majeures dans ces jeux de données-là qui pourraient expliquer après ça des résultats qu'on en obtient. Ce qu'on voit, c'est que la qualité là, de classification, j'ai classifié manuellement 4 tuiles sélectionnées pour faire cette évaluation-là. Pourquoi juste 4 tuiles? C'est parce que c'est extrêmement long d'évaluer et de corriger la classification de manière interactive et manuelle. C'est pour ça que ça limite un peu le nombre de tuiles qu'on a utilisées pour évaluer. On remarque que pour Saint-Jean, bon, la classification est généralement très bonne. Naturellement, il y a encore une erreur résiduelle, là, même après correction, mais quand même, l'évaluation qu'on a fait est relativement excellente. Pour Montréal, c'est variable. Le sol, une classification vraiment, était vraiment pas très bonne. Ça s'explique parce que la manière dont la classification du sol avait été faite pour le jeu de données de Montréal, c'est que la compagnie ou la manière dont les specs d'acquisition avaient été faites, c'est qu'on utilisait seulement les points, les derniers retours, donc les points les plus bas du sol pour utiliser comme point de sol. Et les autres points qui sont dans le tapis de sol étaient classifiés autres. Ça faisait une densité de points classifiés sol extrêmement faible. Puis lorsque j'ai corrigé sur les 2 tuiles du jeu de Montréal, on a vu là, que la qualité de ces classifications-là est vraiment pas très bonne. Fait que ça explique aussi en partie les résultats qu'on obtient sur l'ensemble des jeux de données tests de Montréal et Saint-Jean. Pour les bâtiments, dans les 2 jeux de données, c'est excellent. 85%, on estime que c'est très, très bon. Là. Végétation moyenne haute, même chose, là, on a des très bons IOU. Pour Montréal, il y avait beaucoup de confusion entre les classes haut, sol et végétation basse. C'est 3 classes qui sont très près l'une de l'autre. Effectivement, on voyait beaucoup de confusion dans ces classes-là.
Pour Saint-Jean, c'était un peu moins... on a moins perçu ces différences-là pour au sol. C'était moins confus. Par contre, il y avait encore beaucoup de confusion là, au niveau du sol et de la végétation basse. Les résultats que je montre ici, c'est lorsqu'on utilisait en entraînement une combinaison des jeux de données d'entraînement des deux portions là, de Montréal et Saint-Jean qu'on combine. Ça nous permettait d'avoir des performances de tests intéressantes. Je reviens juste, je fais lien avec ce que Étienne a présenté juste avant. Quand on entraînait, par exemple, juste sur notre jeu de données de Montréal et qu'on essayait de tester sur Saint-Jean, les performances se dégradaient là, vraiment de manière importante, sauf pour la végétation moyenne-haute. Mais sur les bâtiments et les autres classes, là, on perdait vraiment en qualité de classification. Donc, l'aspect généralisation est encore à travailler pour ces méthodes, ça c'est certain. Mais quand même, ça démontre que ça a un très grand potentiel, du moins pour faire la classification des bâtiments à végétation moyenne-haute. Ça démontre aussi que c'est quand même sensible à la qualité de la classification qui est utilisée pour faire l'entraînement. Fait que si les annotations ne sont pas très bonnes, les résultats en sortie vont aussi être affectés par ça. Ça, c'est clair. Mais quand même, c'est une application sur un jeu de données à très grande superficie. À notre connaissance, c'est le plus gros jeu de données qui a été utilisé pour ce type d'application-là. Quelques résultats visuels. Visuellement, les résultats étaient très intéressants. J'attire votre attention sur une zone ici. Donc, l'image de droite, c'est les annotations, donc la vérité terrain avec laquelle je comparais. Il y avait quelques erreurs là, ou certains points en rouge ici qui sont normalement associés à des bâtiments, mais clairement, ça, c'est dans une région végétalisée. Puis là où l'algorithme, dans ses prédictions, il a réduit beaucoup de ces petites erreurs qu'on voit là, dans l'étude. Fait qu'il est quand même robuste à une certaine erreur. Par contre, si tu as trop d'erreurs dans ton jeu de données, ben, c'est clair que tes résultats en sortie vont être affectés de cette manière-là aussi. Je reviens sur l'amélioration de la méthode qu'on a faite, donc adapter la taille de bloc en fonction de la densité. Pour faire la démonstration, le graphique suivant, c'est l'histogramme pour différentes tailles de blocs. On a calculé la densité sur l'axe des X à l'intérieur, la densité locale de chacun de ces blocs-là. Ce qu'on voit, c'est que, comme on s'y attendait, d'un endroit à l'autre, d'un bloc à l'autre, peu importe où on regarde, la densité locale va être extrêmement variable. Fait que si tu fais, par exemple, toujours une sélection de 10 000 points dans tes blocs de taille fixe, ben c'est clair que dans les régions où c'est extrêmement dense, tu vas faire une sous-sélection qui ne sera pas représentative des objets que tu as au sol. Et à l'inverse, dans les zones vraiment pas denses du tout, tu vas faire une sursélection de points où tu vas créer des points qui n'ont pas rapport et qui ne sont pas liés non plus à la distribution normale de ton jeu de données. Fait que ces résultats-là seraient affectés par l'échantillonnage. Ce qu'on a fait, nous, comme je disais, c'est qu'on a ajusté la taille du bloc de manière locale. Fait que première sélection de points à l'intérieur, on regarde si la densité est attendue versus la densité qu'on a est la même. Puis sinon, on ajuste la taille du bloc. Ce que ça a fait, c'est que maintenant, on est beaucoup moins sensible. Cette méthode-là est beaucoup moins sensible donc, aux paramètres de nombre de points sélectionnés, puisque la taille du bloc va juste être adaptée en fonction de ça. Fait que les résultats, peu importe le paramètre que tu donnes de nombre de points à sélectionner, les résultats vont être relativement similaires ou beaucoup plus proches les uns des autres. Fait qu'ils sont pas mal moins affectés par ça. Ça, c'est un aspect très intéressant si on veut faciliter l'utilisation de ces méthodes-là par une plus grande proportion de gens, des gens qui seraient peut-être un peu moins spécialistes ou moins techniques pourraient quand même utiliser ces méthodes-là, puisqu'on réduit l'impact des paramètres. Fait que ça vient, on facilite l'accessibilité finalement à ces méthodes-là. Au niveau de l'amélioration de la classification,
On ne peut pas dire qu'on a tout cassé avec cette amélioration-là. Ça améliore légèrement les résultats là, pour presque toutes les classes. Mais c'est pas, c'est rien à se pitcher dans le mur, c'est pas significatif, mais c'est quand même une amélioration constante, intéressante. C'est surtout l'aspect de réduire l'impact sur les hyperparamètres qui est intéressant selon moi avec cette méthode-là. En conclusion, on peut facilement utiliser ce genre de méthode-là pour faire la classification d'erreurs aéroportées. Il y a encore des problèmes de généralisation, j'en ai parlé un petit peu. Mais en augmentant la quantité de données à noter, en augmentant la quantité de projets qu'on a introduits à l'intérieur d'un même entraînement, on peut facilement adapter notre modèle pour qu'il fonctionne sur plus d'une zone. Comme j'ai fait en combinant les jeux de données de Montréal et de Saint-Jean dans un même entraînement, on voit que l'algorithme est capable de relativement bien généraliser à l'intérieur de ces deux projets-là, et de faire des classifications qui sont uniformes, intéressantes. Puis finalement, l'adaptation à la densité locale de notre taille de bloc permet de réduire la sensibilité à certains paramètres qui permet de faciliter l'accès à ces algorithmes-là pour que ça arrête de devenir quelque chose d'ésotérique, pour reprendre l'expression de Pierre-Luc, puis que ça devienne quelque chose de peu plus commun et facile à utiliser par tous. Voilà, merci. Excellent, merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires pour Mathieu? Oui, Khalifa. Oui, Mathieu, merci pour ta présentation. Moi, je me demandais, est-ce que tu penses qu'avec les données LIDAR seules, on pourrait arriver à faire des classifications avec des hauts scores, des très hauts scores, même si on utilise des outils d'intelligence artificielle? Est-ce que les données LIDAR seules seraient suffisantes, à ton avis? C'est sûr que pour entraîner les modèles, ça prend aussi la notation, donc ça prend cette classification-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des modèles qui sont relativement rapides à entraîner. Ce qui fait qu'en 2 jours, par exemple, tu as quelque chose de déjà entraîné sur un autre type de jeu de données, un autre set de classes différents. C'est des méthodes qui sont relativement simples et faciles à réutiliser, à réentraîner. Par contre, il faut vraiment augmenter la quantité de données à noter pour avoir des algorithmes dont les performances seraient intéressantes sur différents projets. Mais quand même, on tend vers là, mais il manque encore de données à noter, ça c'est clair. OK, merci beaucoup. Oui, Thierry. Oui, en tout cas, merci pour ta présentation, c'était très intéressant. Je me demandais si tu avais comparé avec des approches plus géométriques, en fait, qui n'ont pas forcément l'apprentissage profond. Non, je n'ai pas comparé avec ces méthodes-là dans le cadre de ma maîtrise. Par contre, ce que je peux dire d'expérience, c'est que les méthodes traditionnelles là, ou les outils commerciaux comme on trouve dans l'ASTO, etc., pour classifier le sol, non-sol, généralement, ça fonctionne bien, ces algorithmes-là. On n'a pas besoin de se casser la tête à aller vers des architectures d'apprentissage profond. Par contre, lorsqu'on a plus de classes, qu'on veut aller vers des classes, des détails un peu plus fins, comme dans le jeu de données d'Alès qui contient 8 classes, dont les autos, les camions, les lignes de transmission, ces choses-là. C'est des classes qui sont généralement sous-représentées dans ton nuage de points, puis dont les caractéristiques géométriques sont assez précises. Fait que là, ce genre d'algorithme-là devient vraiment incontournable là, parce qu'avec les caractéristiques géométriques propres à chacune des classes, ça devient plus difficile. D'autant plus que pour utiliser des algorithmes plus traditionnels avec des caractéristiques géométriques que nous, on programme ou ce genre de trucs-là, là, il faut faire l'effort de générer ces discriminateurs-là pour chacune des classes qui nous intéressent, alors que dans une approche d'apprentissage profond, l'algorithme se charge de ça pour nous. Fait qu'on n'a pas finalement, on s'enlève ce poids-là de générer ces discriminateurs-là.
Et est-ce qu'une approche combinée des deux ne serait pas une avenue intéressante pour essayer d'obtenir les meilleurs scores? Potentiellement. Je pense qu'on l'a vu aussi, là, on le voit dans en imagerie satellitaire aussi, là, il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'information a priori pour ingérer dans les modèles qui va te permettre d'améliorer les performances. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour ce type d'algorithme-là aussi. Là. Fait que tout ce qui est a priori qu'on connaît, c'est toujours plus simple et facile de le forcer à l'algorithme plutôt que de demander de l'apprendre. Un des pièges que je vois éventuellement avec les genres d'approche, c'est notamment sur tes classes de végétation haute, moyenne, puis basse, là, c'est que finalement, ils apprennent juste sur la hauteur. Là. Ça, c'est le danger de la manière dont les annotations sont faites. Par exemple, là, effectivement, là, pour les jeux de données de Montréal et Saint-Jean, la manière dont sont discriminées la végétation moyenne de la végétation basse, c'est juste un threshold à partir du sol. C'est clair que tu induis un biais dans ton algorithme qui est lié à ça. Si tu viens qu'avoir une meilleure définition de tes classes, ben là, tu peux, par exemple, enlever ce biais-là en ayant des annotations qui sont non pas liées à juste un threshold simple, mais à une meilleure définition de tes classes. Mais là, c'est un travail en amont sur la manière dont on veut définir c'est quoi ces classes-là exactement. Oui, puis l'obtention ou d'avoir un jeu test suffisamment fiable pour ça. Exact. Par exemple, le jeu de données d'Alès, c'est une trentaine de tuiles, je crois, de 500 mètres par 500 mètres. Puis les gens, ils ont passé 1 an là, pour faire la notation de ces 8 classes-là. C'est un travail exhaustif là, pour obtenir des jeux de données comme ça. Il faut que ça en vaille la peine. Je ne suis pas sûr que pour la végétation moyenne basse, ça vaut la peine qu'on se mette à la gang et qu'on fasse ça. Par contre, il y a certainement d'autres classes qui sont d'intérêt. Je pense aux lignes de transmission qu'on voit très bien sur des jeux de données leader aéroportés. Même pas besoin d'aller à du 50 points par mètre carré, à 10-12 mètres, on les voit bien aussi. C'est question d'effort puis Pour les gens qui exploitent la forêt, c'est certainement d'intérêt. C'est moins d'intérêt dans des zones urbaines. Oui, tout à fait. En tout cas, merci bien. Et puis on avait une question de Baptistin, puis après ça, on pourra aller en pause lunch. Oui, bonjour Mathieu. Moi, j'avais une question justement sur la densité des points. J'ai vu que tes nuages de points sont quand même à haute densité, mais tout ce qu'on a dans le reste de la province, qui sont dans les acquisitions ministérielles, sont plus dans les ordres de 4 à 5 points au mètre carré. Et est-ce que tu penses qu'il y a un effet sur la performance des classifications en apprentissage profond? C'est sûr qu'il va en avoir un, là, juste parce que tu le vois dans ton nuage de points, qu'est-ce que tu es capable de toi-même visualiser et dire, OK, ça, je serais capable de discriminer d'une autre classe. Peut-être qu'à 4 points au mètre carré, la définition de bâtiment devrait être révisée. Est-ce que tu prends seulement les bâtiments de plus grande superficie? Ça peut être considéré. Mais je pense qu'il y a un ajustement au niveau des classes à détecter qui va devoir être fait pour les jeux de données à plus faible densité. Ça, c'est certain. Juste parce que la manière dont ta représentation, ton nombre de points ne fait pas en sorte que tu es capable de bien visualiser certaines classes. Mais ça va vraiment dépendre là, de ton contexte aussi. Là. Par exemple, en contexte urbain, là, où tu n'as pas trop d'arbres, c'est relativement simple de faire la distinction entre un bâtiment versus le sol, mais si tu as de la végétation au travers, c'est bien plus compliqué. OK, parfait. Merci beaucoup. Cool. Merci Baptistin, merci Mathieu. Et puis, merci à tous. On va terminer la matinée ici, puis aller se remplir l'estomac un petit peu avant d'attaquer le début d'après-midi. Fait qu'on va revenir ici vers 13h30 à peu près. Et puis, ça va être Jean-Daniel Sylvain, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui va nous faire une présentation sur la cartographie des attributs biophysiques et des écosystèmes forestiers à l'aide des données d'observation de la Terre et l'intelligence artificielle. Donc, bon lunch à tous et puis à tantôt. Merci.